Pour cet épisode, j'aimerais vous proposer une exploration particulière, non pas d'un rituel ni d'une pratique précise, mais d'un symbole, un symbole ancien, ambivalent, souvent mal compris. Aujourd'hui, nous allons parler de l'araignée dans le monde spirituel. Pas l'animal au sens biologique, mais ce qu'elle représente lorsqu'elle apparaît dans les expériences symboliques de type chamanique ou initiatique. L'araignée, c'est une figure dérangeante qui fascine autant qu'elle inquiète, parce qu'elle se tient à la frontière entre la création et la prédation, entre l'ordre et le piège. Au cœur de ce symbole se trouve la toile. La toile comme structure invisible, comme réseau de liens, de tension et de correspondance. C'est un espace où tout est connecté, mais où chaque mouvement a un coût. Au sein de nombreuses traditions, la toile n'est pas un simple piège, c'est une cartographie du réel, une manière de comprendre comment les forces, les idées et les consciences s'entrelacent. C'est à partir de ce symbole que s'articule l'épisode d'aujourd'hui. À travers deux expériences vécues à deux moments différents de ma vie, je vais explorer deux manifestations distinctes de ce même archétype arachnéen. Mais avant d'entrer dans ces récits, il est essentiel de comprendre une chose. Dans le domaine spirituel, un symbole n'est jamais figé. Il agit différemment selon le contexte, l'état intérieur de celui qui le rencontre et la fonction qu'il vient activer. C'est précisément cette différence de fonction entre la toile qui capture et la toile qui révèle que nous allons examiner ensemble au cours de cet épisode. Avec ce cadre en place, je peux maintenant vous amener vers la première de ces expériences. Avant d'entrer dans le récit de ces expériences, j'ai besoin de poser un cadre. Parce que lorsqu'on parle d'entité, de vision ou de symbole spirituel, le vrai danger n'est pas l'expérience elle-même, mais la confusion. L'araignée est un symbole ancien qui traverse les mythologies, les traditions chamaniques, l'alchimie, la psychologie des profondeurs. Tantôt elle est prédatrice, tantôt tisseuse, tantôt gardienne et tantôt initiatrice. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Au cours de ma vie, j'ai vécu deux rencontres distinctes avec des entités symboliques prenant la forme d'un araignée. Deux rencontres séparées par le temps, soit 2022 et 2025. Deux contextes radicalement différents et surtout deux fonctions symboliques opposées malgré une apparence similaire. La première expérience a eu lieu en 2022 lors d'un voyage chamanique sous l'effet du champignon dit magique, et c'est dans cet état modifié de conscience que s'est manifestée une figure arachnéenne associée à Aya Paek, le dieu des moches, une divinité ancienne, lourde, souveraine, liée à des forces archaïques et sacrificielles. La seconde expérience est survenue en 2025 et n'a rien à voir avec la première. Pas le même état intérieur et pas le même rapport au symbole. Pas la même fonction, il s'agira cette fois de ce que l'on appelle l'araignée alchimique ou l'araignée philosophique. Non pas comme une entité dominatrice, mais comme un principe opératif, tisseur de sens et de transformation. Je tiens à le dire clairement, le fait que ces deux expériences partagent une forme symbolique similaire ne signifie pas qu'il s'agit de la même chose. En occultisme, la forme ne suffit jamais à définir la nature. C'est la fonction, l'intention et l'effet laissé sur l'individu qui révèlent ce qui est réellement à l'œuvre. Dans ce qui suit, je vais donc vous raconter ces deux expériences séparément, en commençant par celle de 2022 avec Aya Paek. D'abord le vécu brut, ensuite une lecture symbolique. Et seulement plus tard, la comparaison. Mon objectif n'est pas de vous convaincre, mais de vous montrer comment un même symbole peut ouvrir sur des réalités totalement différentes selon le contexte, l'état de conscience et le moment de vie. La première expérience a eu lieu en 2022. Ce soir-là, j'étais en compagnie de mon colocataire Mike, puis on avait décidé de consommer ce qu'on appelle des champignons magiques. Après un moment de discuter ensemble, j'ai ressenti un besoin d'aller m'isoler. Je suis allé me coucher avec l'intention claire d'explorer mon espace intérieur et de profiter de l'effet mystique de l'empoisonnement produit par le champignon dans mon système. En méditant,
je suis entré progressivement dans un état de calme extrême, presque paralysant. Mon rythme cardiaque s'est régulé, mon corps est devenu immobile et je suis entré dans une transe semi-consciente. Malgré le fait que j'étais conscient de moi-même, je me trouvais sans aucun contrôle sur mon corps physique. Mes yeux étaient fermés, impossible à ouvrir. Mon univers intérieur était plongé dans des ténèbres totales. Ce n'était pas un vide, mais une obscurité dense et structurée. Très rapidement, j'ai eu une impression, une sensation très claire d'être observé dans le noir. C'est à ce moment que j'ai aperçu une araignée gigantesque dotée d'un visage humain qui me regardait au loin. J'ai immédiatement tenté de comprendre ce qui se passait, mais aucune manœuvre mentale me permettait de sortir de cette situation. J'ai réalisé progressivement que les ténèbres elles-mêmes formaient une toile et que chaque mouvement que je faisais produisait une vibration à l'intérieur de cette structure. À ce moment-là, un phénomène étrange s'est produit. Chaque fois que je bougeais mes jambes dans le monde physique, malgré l'inertie de mon corps, j'avais l'impression de changer de dimension. Comme si je passais d'un plan à un autre, et à chaque transition, l'araignée finissait toujours par venir me rejoindre. Ce que je vivais comme une fuite n'en était pas une. Ce n'était pas un déplacement spatial, mais un changement de fréquence, un glissement d'état à l'intérieur d'une structure déjà tissée. Les mondes ne semblaient pas séparés, mais superposés. Cette succession de passages s'est répétée jusqu'à ce que je me retrouve soudainement au sommet du mont Machu Picchu dans les Andes. Le paysage était clair, vaste, lumineux. C'était vraiment beau. À ce moment précis, j'ai su que l'araignée ne me suivrait plus, puis je suis revenu à moi. En sortant de la transe, j'ai ouvert les yeux. Plus tard, en faisant des recherches, j'ai découvert que la figure que j'avais rencontrée dans ma vision correspondait à Aya Paek, le dieu créateur du peuple des Moches, aussi appelé le dieu décapitateur ou le dieu étrangleur. Par contre, ce qui est important ici, c'est pas son identité historique, mais plutôt sa fonction symbolique. Dans cette expérience, l'araignée n'était pas un prédateur, elle agissait comme un gardien du seuil. Symboliquement, l'araignée représente la tisseuse de réalité, l'architecte des plans, mais également la gardienne des interconnexions. Le fait qu'elle possède un visage humain est fondamental parce que ça indique qu'il ne s'agit pas d'un monstre extérieur, mais d'une intelligence consciente, réflexive, qui reconnaît. J'étais pas une proie, j'avais simplement marché sur la toile et attiré son attention par les vibrations produites par mes pas. La toile ici représente la matrice non différenciée, une structure déjà existante où chaque mouvement engendre une résonance. Ce que je croyais être un espace libre était en réalité une architecture subtile, et tant que je tentais d'éviter l'araignée, je demeurais prisonnier de cette structure. Le fait que l'araignée me rejoigne à chaque changement de plan révélait une loi initiatique simple. On ne dépasse pas un seuil en le contournant. Aya Paek n'incarnait pas une menace, mais ce que je n'intégrais pas encore dans ma vie. Son rôle n'était pas de me dévorer, mais de décapiter symboliquement, de trancher l'identification illusoire, de dissoudre le contrôle mental et de forcer le lâcher-prise. En ce qui concerne le mont Machu Picchu, ça marque alors un basculement fondamental. On passe de la toile obscure à l'axe vertical, d'un réseau horizontal à un point d'alignement. La montagne sacrée agit comme un centre organisateur, un lieu entre le ciel et la terre. C'était pas une fuite, mais un réalignement à l'intérieur de mon être. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas vécu l'araignée, j'ai simplement cessé d'être pris dans sa fonction. Le message transmis était clair. J'avais le potentiel de voyager entre les plans, mais tant que je cherchais à éviter le gardien, je restais enfermé dans la toile. La sortie ne se faisait ni par la fuite, ni par la ruse, mais par l'élévation et l'axe intérieur. Cette expérience n'était pas un simple trip, elle s'est imposée comme un mythe vécu, une initiation structurée, survenue à un moment précis où je recommençais à pratiquer la sorcellerie de manière quotidienne. Symboliquement, reprendre la pratique avait retendu les fils de la toile
et je redevenais visible sur le plan opératif. L'araignée n'est donc pas apparue comme un avertissement, mais comme une reconnaissance, celle d'un sorcier autodidacte mis à l'épreuve par l'intelligence même des systèmes qui l'activent. Cette vision conformait une capacité réelle, mais exigeait une posture juste de ma part. Elle indiquait que ce que je faisais avait du poids et que la discipline, la structure et l'axe seraient désormais essentiels pour mes futurs travaux. C'était pas un choix mystique, c'était un point de non-retour symbolique. La seconde rencontre avec une figure arachnéenne s'est produite en 2025 dans un contexte très différent. Ici, c'était pas un voyage intérieur dans un état de transe, mais d'un événement vécu dans le monde ordinaire, dans un espace concret et profondément liminal. Ce soir-là, j'étais en compagnie d'une amie, on avait prévu de passer du temps en nature, l'intention était simple, manger ensemble, se retrouver, puis nous abandonner à une intimité charnelle en fin de soirée. Mais la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. Après plusieurs détours et hésitations à chercher un endroit pour camper, on a fini par s'installer sous un pont dans le secteur de Saint-Vincent-de-Paul. Un pont, symboliquement, c'est jamais anodin comme endroit, parce que c'est un lieu de passage entre deux, ni en bas, ni en haut. J'ai allumé un feu et fait cuire une pizza. À ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose qui pendait sur la structure du pont. Au départ, je croyais avoir vu un sac de couchage noir, comme si des itinérants occupaient l'endroit. Mais la forme se débalançait lentement, puis disparaissait, puis réapparaissait. En observant mieux, c'était pas un objet. C'était une chevelure noire extrêmement épaisse, longue et dense, presque irréelle. Quelques instants plus tard, à côté de cette chevelure, une patte poilue gigantesque est apparue et cherchait un point d'appui sur une poutre de béton, comme si elle voulait descendre. À ce moment, nous avons compris tous les deux que ce qu'on voyait n'avait rien d'humain. La réaction a été immédiate. Mon ami a été envahi par la peur et m'a demandé si on pouvait partir de cet endroit. On a quitté les lieux précipitamment en abandonnant le feu et la nourriture sur place. À partir de ce moment-là, la soirée a basculé. Une fatigue écrasante nous a envahis tous les deux. Plus tard, lorsqu'on a tenté de nous retrouver physiquement, l'échange a été déséquilibré, incomplet, vidé de sa force. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu un vide énergétique profond qui a duré près de 3 jours. Symboliquement, cette rencontre n'avait rien à voir avec un Hayapek. L'araignée alchimique n'est pas un gardien du seuil qui observait une capacité de passage. Elle est intervenue au moment où l'échange, le lien et le mélange. Cette araignée n'apparaît pas dans la matrice des ténèbres, mais dans la toile relationnelle. Sa fonction, c'est pas de montrer les plans, mais de révéler ce qui se transfère, ce qui circule, ce qui se vole ou se donne sans conscience. La chevelure noire représente ici la mémoire, le passé non digéré, la charge émotionnelle accumulée. La patte d'araignée cherchant à descendre marque la tentative de cette mémoire de s'incarner, de se greffer à l'échange en cours. L'araignée philosophique n'est pas prédatrice au sens classique, elle agit comme un révélateur alchimique. Elle montre ce qui passe lorsque deux personnes s'unissent, sans cadre, sans axe, sans conscience claire de ce qui est échangé. Là où Hayapek me montrait que fuir un gardien ne permettait jamais de sortir de la toile, l'araignée alchimique m'a montré autre chose. On peut tisser sans le vouloir et se retrouver prisonnier d'un échange mal orienté. Cette expérience m'a appris que l'énergie sexuelle n'est jamais neutre, qu'elle agit comme un accélérateur, un amplificateur, et que sans centre, sans structure, elle ouvre des boucles dont on ne sort qu'en reprenant consciemment son axe. Ici, il n'y avait ni victoire, ni échec, ni attaque extérieure. Il y avait un miroir brutal, celui de ce qui se transfère quand on s'unit sans être pleinement présent soi-même. Contrairement à la première araignée, celle-ci ne m'a pas poursuivi, elle s'est montrée, puis a disparu. Parce que son rôle n'était pas d'initier un passage, mais de signaler un déséquilibre.
L'araignée philosophique apparaît quand le tissage commence à se faire sans conscience. Elle rappelle que toute union est un acte alchimique et sans centre, la toile finit toujours par se refermer. Si je mets ces deux expériences côte à côte, une chose devient évidente. Malgré une forme symbolique similaire, il ne s'agit pas du tout de la même fonction. En 2022, avec Aya Paek, l'araignée agit comme un gardien archaïque du seuil. Elle apparaît dans un état de transe profonde, dans une matrice obscure pour tester une capacité, celle de circuler entre les plans sans perdre mon axe. Elle ne vole rien, ne prend rien, n'exige rien, elle observe mon potentiel à réagir selon les circonstances vécues entre les mondes. En 2025, l'araignée alchimique apparaît dans le monde ordinaire au cœur d'un échange humain, émotionnel et sexuel. Elle ne garde pas un seuil, elle révèle un déséquilibre de tissage. Elle ne bloque pas le passage, elle montre ce qui se passe quand on tisse sans conscience. Et le fait qu'il y avait un débalancement émotionnel entre moi et mon ami a fait en sorte que nous n'avons pas été en mesure de poursuivre notre relation. La première araignée est liée à la structure des mondes. La seconde est liée à la structure des liens. L'une m'a enseigné que l'on ne dépasse pas une loi en fuyant horizontalement. L'autre m'a montré que l'on peut se perdre simplement en s'ouvrant sans centre. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des fonctions et elles apparaissent exactement au moment où quelque chose doit être compris. Avant de conclure cet épisode, je veux ouvrir un court segment consacré à ce qu'on appelle en sorcellerie la magie des toiles d'araignée. Il ne s'agit pas forcément d'un rituel spectaculaire ou d'une attaque extérieure consciente, puisque la plupart du temps, c'est une magie qui agit de manière diffuse, presque invisible. Au niveau symbolique, une toile d'araignée magique correspond à une structure énergétique qui freine la croissance d'un individu. Elle maintient une personne dans une matrice à schéma répétitif en le maintenant à une basse vibration où les mêmes scénarios se rejouent encore et encore dans sa vie. Les signes sont rarement spectaculaires, mais très reconnaissables. On rencontre sans cesse les mêmes types de personnes sous des visages différents. On retombe dans des mauvaises relations, souvent toxiques, des emplois qui n'ont rien de plaisant, des lieux qui semblent toujours à côté de ce qui serait juste pour nous. On a l'impression d'être attiré vers la mauvaise direction, même quand on essaie sincèrement de faire autrement en prenant des décisions qui nous semblent justes. Un autre indice fréquent, c'est la difficulté à se libérer durablement de certaines habitudes, comme des dépendances, des vices, des schémas d'autosabotage. Comme si quelque chose tirait constamment vers le bas la personne qui en fait l'expérience, sans jamais couper complètement le mouvement. Et c'est là un point important, puisque la toile ne bloque pas brutalement, elle ralentit, elle détourne, elle use la volonté jusqu'à ce que la personne s'abandonne et suive le courant sans se remettre en question sur ce qui ne va pas dans sa vie. Maintenant, parlons du remède. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à parler d'un piège sans avoir la volonté d'expliquer comment s'en dégager. La première règle est simple. Il s'agit de ne pas paniquer. Une toile se défait, elle ne s'arrache pas. Se libérer commence par l'éveil de la conscience. Il faut identifier les liens qui nous retiennent, reconnaître les répétitions et voir clairement où l'on est pris pour y remédier. Ce n'est pas une lutte frontale, mais un travail de lucidité et de clarté. La stratégie la plus efficace n'est pas magique au sens spectaculaire. Elle est existentielle. Il s'agit de replacer au centre ce qui favorise réellement la croissance. Des choix cohérents, des nouvelles habitudes, un mode de vie aligné. Parce que tant qu'on évolue dans une spirale karmique, basse, rien ne change vraiment, même quand tout semble bouger. Sortir de la toile demande du temps, de la discipline et parfois des renoncements. Mais chaque pas fait vers une croissance authentique détend un fil. Et lorsque suffisamment de fils sont détendus, la toile cesse simplement de tenir et pour y parvenir, il faut avoir recours à deux éléments essentiels. Le courage de changer les choses et la volonté de se libérer de ce qui ne fonctionne pas.
pour redresser notre vie. Et seulement à partir de là, les événements commenceront à prendre un sens pour vous permettre de vous libérer des liens de la toile qui vous retiennent. Si je devais résumer cet épisode avec une idée simple, ce serait celle-ci. L'araignée n'est pas forcément l'ennemi. Dans mon parcours, j'ai rencontré deux formes très différentes de cette symbolique. Avec Ayapaek en 2022, l'araignée était liée à l'épreuve, à la mort symbolique, à la confrontation brutale avec une force archaïque. Avec l'araignée alchimique en 2025, on est dans une autre chose. Le seuil, le test, la mise en lumière d'un déséquilibre énergétique et relationnel. Dans les deux cas, la toile est centrale. La toile représente les liens invisibles, les répétitions, les structures dans lesquelles on évolue parfois sans même s'en rendre compte. Ce que j'ai compris que le temps, c'est que la toile n'est pas toujours tissée par quelque chose d'extérieur. Très souvent, on y participe soi-même par nos choix, par nos peurs, nos attachements, nos angles morts. L'araignée apparaît quand un seuil est atteint, quand une croissance est possible ou quand une stagnation devient trop évidente pour être ignorée. Et c'est là que tout se joue. Pas dans la peur, pas dans la fuite, mais dans la capacité à reprendre sa position intérieure, à se recentrer, à redevenir conscient de ce qu'on échange, de ce qu'on donne et de ce qu'on accepte de porter. Sortir d'une toile, ce n'est pas couper tous les fils d'un coup, c'est choisir jour après jour une croissance réelle plutôt qu'un confort illusoire. Alors si cet épisode résonne pour vous, posez-vous une question simple. Dans quelle toile suis-je peut-être encore pris et quel premier fil puis-je relâcher consciemment? Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. Prenez soin de votre énergie, de vos liens et rappelez-vous, ce n'est pas l'araignée qui décide de votre destin, c'est la manière dont vous choisissez de traverser sa toile qui fait la différence. Avant de se quitter, j'aimerais vous demander quelque chose de simple. Si cet épisode vous a parlé, s'il a fait écho à certaines expériences, certaines répétitions, certains liens que vous reconnaissez dans votre propre vie, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager. Ce genre de contenu ne fonctionne pas sur le sensationnel, mais sur la résonance. Et plus on est nombreux à réfléchir à ces sujets avec discernement, plus la discussion devient saine et intelligente. Dans le prochain épisode, on va poursuivre dans la même veine, mais en allant encore plus loin. On va parler de vampirisme énergétique, comment il se manifeste, comment il se dissimule derrière certaines relations, certains discours, certaines dynamiques affectives ou spirituelles. Et surtout, comment le reconnaître avant d'y laisser sa clarté, son feu ou son axe intérieur. Si vous voulez comprendre pourquoi certaines personnes vous laissent vidés, confus ou décentrés, et comment reprendre votre pouvoir sans tomber dans la parano ou la superstition, cet épisode-là va vous intéresser. On se retrouve très bientôt pour la suite.